À l'occasion de la fête du livre de Quiberon du 10 au 11 mai dernier, Le Lirez-vous ouvrait son micro pour vous faire découvrir des écrivains confirmés, tout comme des primo-romans ultra prometteurs, grâce à Alexandre et Florence de la librairie Port-Maria à Quiberon et organisateurs. Et nous sommes avec Max de Paz. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit le roman La Manche chez Gallimard. En 2 mots, qui êtes-vous? Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit teaser, nous raconter un peu l'histoire du roman? Oui, je vais essayer. Alors, moi, je m'appelle Max de Paz, j'ai 22 ans, je suis étudiant en philosophie et en sciences sociales. Et donc, j'ai écrit La Manche, qui est un texte sur la mendicité et qui résulte de plusieurs années d'existence en tant que passant et à croiser de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres, des personnes qui nous demandent une pièce et à une incapacité de plus en plus grande à supporter le fait d'avoir à infliger de la violence à des gens qui sont obligés pour leur survie de me demander une pièce. J'ai soit à leur donner la pièce, ce qui leur permettra de survivre un petit peu, mais qui représente un acte assez humiliant en réalité, puisque la survie de cette personne dépend de mon bon vouloir et le fait, si j'ai pas de pièce, de pas lui donner, et donc un risque qu'il meure de faim. Donc c'est ce rapport violent de plus en plus récurrent qui m'a obsédé, qui m'a donné envie d'écrire. Ok. Et donc c'est sorti tout seul. Voilà, c'est parti. C'était le moment du trop. Ouais, c'est ça. Mais ça correspond à tous les aspects d'une obsession en réalité. Ouais. Enfin, et j'arrivais même pas à en parler avec mes amis, etc. Je voulais pas tomber dans un apitoiement qui serait banal, à utiliser des mots, j'ai de la peine, etc. Des mots qui sont assez dépolitisants. Moi, je pensais que l'espace de la littérature était le seul espace qui serait à la hauteur pour parler d'un sujet comme ça. Avec l'espace des décisions politiques, mais comme elles sont pas prises et que je suis pas aux responsabilités politiques, j'avais que la littérature comme issue. Ce qui était plutôt pas mal, parce qu'effectivement, le narrateur, c'est donc un jeune de 19 ans. 19-20, c'est ça. Et donc c'est une histoire malheureusement courante. Le schéma familial s'est un peu effondré et il s'est retrouvé à la rue à 19 ans. En fait. Et ça fait déjà un moment qu'il est à la rue. Et ce sont ses mots à lui, donc avec un vocabulaire que j'ai trouvé vachement bien. Dès la première phrase, où on est dans la peau de ce gamin. Votre roman, il est salué par la critique de façon assez inattendue, pour moi en tout cas. Quand j'ai découvert votre roman, votre titre, votre nom, votre titre, et que je suis allée chercher, j'ai vu qu'en fait, tout le monde reprenait votre roman. Vous avez été invité à la Grande Librairie, oui. Lu par Marina Foïs. Oui. Ça n'arrête pas, quoi. Bah oui, parce que je sais pas comment interpréter ça, mais peut-être que les gens en ont marre qu'il y ait 20 000 appartements inoccupés à Paris depuis plus de 2 ans et qu'il y ait 4 000 personnes, et que si le pouvoir politique a envie, il fait qu'il y a plus de SDF en France, mais qu'à cause de ces choix politiques, il y a des gens qui crèvent de faim et de froid en bas d'appartements inoccupés, comme Gilou, qui est la personne à qui j'ai adressé ce livre. Et donc oui, je pense que c'est quelque chose qui parle aux gens, les gens veulent que ça s'arrête. Et donc du coup, Moussa, Tamas, Élise, c'est des gens que vous avez vus, à qui vous avez parlé, ou est-ce que c'est juste effectivement des SDF, des clochards comme vous les appelez, parce qu'effectivement on donne plein de beaux noms en tout genre. C'est mon narrateur qui les appelle comme ça. Ouais, moi je le fais pas parce que comme je suis pas sans abri, je pense que ça peut être violent d'utiliser ce mot, mais mon narrateur le fait parce qu'il est un sans-abri et qu'il veut pas il veut pas édulcorer la violence de sa situation. Donc voilà. Et ensuite sur les personnages. Et ces 3 personnages, oui, c'est des gens à qui vous avez éventuellement échangé. C'est des personnages, donc c'est des gens qui. Mais inspirés ou pas? Alors oui, clairement. En fait, je dis souvent que mes personnages existent. Maintenant, ils ont leur autonomie dans un espace fictif qui est mon livre, mais ils représentent des types, des profils de sans-abri. De mendiants en fait, de rapport à la mendicité, à ce moment très violent qui est le moment où on demande une pièce. Il y a Philippe d'abord qui a un peu capitulé, donc qui est un peu le bon pauvre, celui qui incarne un peu le sans-abri honorable, voilà, parce qu'il lit. Il y a Tamas qui est un peu tout l'inverse de Philippe, qui essaye de renverser un peu le rapport de force en demandant des pièces avec un peu plus de violence en réalité. Ouais, un peu plus d'agressivité, c'est ça. Complètement. Et il y a mon narrateur entre tout ça qui se cherche un peu et qui a une trajectoire qui s'oriente un peu plus vers la violence, mais qui est dans l'attente d'autre chose. Voilà, c'est ça. Qui est dans l'attente et qui est paumé et qui est avec Philippe, j'ai envie de dire ceux qui se rapprochent le plus de nous, auxquels on va le plus le lecteur commun va le plus s'identifier, quoi. Le lecteur blanc, français, oui. Complètement.
un truc qui m'a fait sourire et qui est vrai, pour cette histoire de sandwich triangle. Oui. Vous m'avez fait sourire. Voilà donc l'anecdote, tout le monde donne un sandwich triangle au SDF, qui est vrai dans la vie. Je connais des SDF qui effectivement reçoivent 5, 8, 10 sandwichs triangles par jour. Lui, il dit qu'il en a marre de manger ça et qu'il veut une gaufre au chocolat. Donc, il veut se nourrir et non plus s'alimenter. C'est ça. Il veut manger, goûter. Voilà. C'est ça. Et ce regard qu'ont la majorité on va dire des Français, puisqu'on est en France, effectivement, de donner effectivement du sandwich triangle ou des choses comme ça très basiques, mais parce qu'on les prend, effectivement, comme vous dites, voilà, pour des mendiants, pour des SDF, pour des clochards, c'est compliqué de les prendre en tant qu'être humain. Bah oui, mais c'est pour ça que il y a des gens parfois qui ont des bouts de pain ou des restes et qui disent je vais aller le donner au mec qui est là-bas par terre. Et moi j'adore quand le sans-abri il dit non, je veux pas de ton bout de pain, pourquoi tu me donnes ça? Enfin, c'est quand même... faut faire attention parce que c'est très humiliant les choses comme ça. C'est humiliant, et c'est ça qui l'incarne Moussa, c'est le côté moi je veux une gaufre au chocolat. Et Tamas lui dit mais ça va pas te nourrir, etc. Mais lui il veut du goût, il veut prendre du plaisir. Et la question du plaisir dans des situations de pauvreté, c'est une question que j'ai voulu investir. Complètement. Et qu'on n'arrive pas à saisir, à imaginer en tant que passant, c'est quelque chose. Le nombre de gens ou des gamins, c'est qui le monsieur, et où on voit les parents tirer. Ah oui, moi il y a... c'est terrible ça. Il y a 3 semaines, j'ai vu une petite fille qui avait 7 ans et qui a vu un SDF par terre et qui a dit qui allait voir sa mère et qui s'est presque mise à pleurer en lui demandant c'est quoi ça? Pourquoi il est là comme ça? Bah pourquoi? Parce que des gens refusent de réquisitionner des appartements vides. Voilà. En vrai, en réalité, la réponse elle est très simple. Ça sert à rien de naturaliser ça. On me demande souvent pourquoi à 22 ans j'ai écrit ce livre. Je pense que c'est parce que j'ai 22 ans que j'ai écrit ce livre. C'est parce que je suis jeté au monde depuis très peu de temps et que je vois des gens par terre en bas d'appartements inoccupés et que ce contraste me scandalise encore. Cette petite, c'est pareil, elle a 6 ans, elle comprend pas. Et je pense qu'on devrait cultiver cette position d'étonnement de scandalisation par rapport à une réalité qui est insupportable. Qu'on a tendance à naturaliser. Et peut-être que la littérature, elle a le pouvoir de venir gêner cette tendance à naturaliser. J'aimerais bien. Moi, je pense honnêtement que c'est une question de gestion au niveau politique de nos SDF. On a fait un voyage, donc nous en Europe, et on est allé entre autres aux Pays-Bas. Et un gars vient me demander une cigarette. Et il s'avère qu'il me dit qu'il est à la rue. Mais à la rue aux Pays-Bas, c'est pas à la rue en France. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, vous n'avez pas le droit d'être à la rue. Vous êtes obligé d'être hébergé chez quelqu'un par quelqu'un. Parce qu'en fait, on n'a pas vu de SDF. Il n'y a pas de mendicité. On ne voit pas de mecs. Ils sont habillés. Ils sont les cheveux coupés, la barbe taillée. Ils sont très propres sur eux. Est-ce que c'est une meilleure solution? Non, mais en tout cas, ils sont pris en charge sur tellement de points. Nous, il n'y a aucune prise en charge. Nous, c'est, voilà, quoi, démerdez-vous. Ouais, je savais pas pour les Pays-Bas, je savais pas. Et le gars, on a discuté pendant 1 heure. Il est obligé de se présenter tous les, je sais plus combien de mois, et de prouver, d'avoir une attestation de la personne qui l'héberge. Sinon, personne pour héberger. Soit ils vont dans des centres très précis, soit il faut qu'ils s'en aillent. Ils ne peuvent pas être à la rue, ils ne peuvent pas dormir dehors. On a aussi une meilleure estime de soi. Effectivement, on a une douche, une vraie douche. Effectivement, on a un endroit pour dormir. On peut manger au minimum, ou en tout cas, donc parce qu'ils ne mangent pas forcément là où ils dorment, mais l'État gère différemment que nous au niveau des repas. Ils ont droit à leur repas. Il n'y a pas de j'appelle tous les soirs, effectivement, comme vous le dites bien. Dans notre livre, j'appelle le 115 et j'ai une chambre fois tous les 36 du mois. Exactement. C'est une autre gestion. Est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est pire? Je sais pas, parce qu'en fait ils existent quand même. Et ils sont là aussi, ils sont paumés pareil. Le gars était pas bien, était pas heureux, aurait voulu autre chose. Enfin voilà, on a échangé un moment où il était pas beaucoup plus joyeux que... Mais il dormait pas dehors, c'est ça? Mais il ne dormait pas dehors. Donc c'est pas vraiment, c'est pas un sans-abri. Et ben c'est leur sans-abri à eux. Oui, bah alors ça, mais en fait, il y a ça aussi un peu en France. Par exemple, à Amiens, il y a eu un arrêté municipal il y a 4 semaines, 2 mois, je sais plus, où on dit vous n'avez plus le droit de mendier dans le centre-ville. Mais ça, c'est en fait ne plus avoir le droit de mendier, c'est ne plus avoir le droit de manger. C'est une condamnation à mort. En fait. Et il se passe ça avec les JO là aussi. Il y a une. Il faut faire place là-dessus. Voilà. C'est pas ça. Donc moi, je sais pas ce qui s'est passé aux Pays-Bas, mais j'ai l'impression que c'est un mélange dans ce que vous me dites entre le fait de vouloir les radier de l'espace et aussi quand même
prendre en charge leurs problèmes. C'est étonnant ce que vous me dites. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Parce que le Pays-Bas, c'est très propre, très beau. C'est pour les cacher, c'est pour les aider, c'est quoi? Parce que lui, son discours à lui, c'était « on nous cache quoi ». Mais il n'est pas rémunéré, il n'a pas de... Non, voilà. Non, aucune rémunération. Donc il y a un côté, il y a une possibilité d'imaginer des propre, revenus universels, etc. En France, il y a une Alternative économique qui a publié une étude il y a 3 semaines où ils disent qu'avec 1% du PIB, on supprime la grande pauvreté. Ce qui passe par en instaurant des revenus minimums. C'est quelque chose qui se fait, mais c'est des choix politiques. Donc ça se fait beaucoup plus que ce qu'on croit. Et alors le personnage, moi j'étais d'accord sur l'ensemble, vraiment sur l'ensemble du roman, et je l'ai dévoré ici vraiment bien. Par contre, en fermant, je me suis dit, mais en fait, tous les gens qui donnent ne donnent que par culpabilité. Le personnage nous le dit ainsi, par culpabilité, pour avoir sa place au paradis, pour bonne conscience, etc. Mais ça existe, les gens qui donnent par générosité, par altruisme, pour un simple moment de partage, des gens qui leur donnent les yeux dans les yeux. Il y en a quand même. Alors peut-être qu'à Paris, il y en a beaucoup moins que dans d'autres villes et villages. Mais je n'ai pas ressenti ça dans le roman, en tout cas. Oui, et ça m'a gênée. Oui, parce que c'est pas un livre qui est pro-charité, c'est un livre qui remet la charité à sa place. C'est-à-dire comme quelque chose qui permet de survivre un peu plus longtemps à quelqu'un, ça c'est indéniable. Moi, dès que j'ai une pièce, je donne toujours, mais qui n'a rien de structurel comme amélioration. Complètement. Voilà. Oui, et donc qui questionne ça. Et moi, je veux pas que les gens, en ayant donné 2 €, ils rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli, parce que c'est pas le cas. La personne va rester dans la rue après. Et il faut être très lucide sur ça. C'était un cri d'urgence, quoi. Et moi, je suis pas en train de sonder les cœurs dans le moment où ils donnent une pièce. Et heureusement qu'il y a des gens qui donnent une pièce, sinon les gens mourraient de faim, parce que ces générosités du quotidien se substituent à ce qui devrait être l'action de l'État. Donc heureusement qu'elle est là. C'est pas non plus un livre anti-charité que j'ai écrit. C'est un livre qui essaye quand même d'être lucide sur cette petite bonté quotidienne qui a ses limites. Qui a complètement ses limites. De toute façon, on est bien d'accord. En tout cas, moi, de mon point de vue de vie en Bretagne, je ne vis pas les SDF de la même façon. Nous, on en a aussi, de plus en plus. Par rapport à Paris, vous voulez dire? Ouais, de plus en plus. Que ce soit Nantes-Rennes, mais même sur Vannes ou Auray, sur les plus petites villes, de plus en plus. Mais c'est pas vécu de la même façon. On a des gens qui s'arrêtent tous les jours, toutes les semaines, qui vont leur voir, leur parler, qui créent des liens. Alors c'est pareil, ça change pas grand-chose. Le SDF est toujours là à sa place et il n'a pas plus, pour autant, on est d'accord, il n'a pas plus d'appartements. Et Dieu sait si on a des appartements et des maisons vides ici. Mais il y a une... Moi, je parle pas que des résidences secondaires, je parle aussi des bureaux. Il y a des études qui montrent qu'une personne ne peut pas être employée quand elle est SDF. Elle est discriminée. C'est un critère de discrimination. Et en Autriche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des logements avant de rediriger vers l'emploi. Ce qui est une stratégie qui peut être pertinente, parce que j'ai vu des vidéos d'anciens sans-abri qui sont dans des appartements qui disent que c'est le rêve, le paradis. Ils sont réinsérer en leur donnant d'abord un logement. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la question du logement, parce que ça pourrait arriver dans les premières choses, avec le revenu minimum et tout. Mais moi je suis pas un politique. Non, j'entends bien, mais je pense que vous avez complètement raison. Le fait de rentrer effectivement déjà dans un appartement, de reprendre une normalité, c'est super important, parce que la vie à la rue, et vous le montrez très très bien, la violence, ils sont démunis mais à tout niveau, psychologiquement, physiquement. Donc effectivement, on ne peut pas avancer comme ça. La première chose, on est d'accord, c'est un chez-soi, retrouver une certaine normalité, un endroit où pouvoir souffler, être au chaud, pouvoir se laver, c'est la base. On dit qu'il faut 9 ans pour se remettre d'une année à la rue. Et c'est ce que je réponds aux gens qui me disent « mais il veut pas revenir, regarde, il veut pas quitter son trottoir et tout ». On m'a déjà fait des trucs comme ça, on m'a déjà dit ça. Il veut pas quitter son trottoir, on fait quoi? Ça, c'est un argument très répandu pour essayer de légitimer le fait que les gens soient à la rue. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il a envie de crever de faim, de crever de froid? C'est le chiffre qu'on donne, 9 ans pour un an. Ouais, c'est pas étonnant. C'est violent, on se rend pas compte de la violence. Parce que nous, on passe effectivement. Donc on en voit un millième de seconde, mais c'est des journées entières, rien qu'une journée. Et alors on parle pas de la nuit, mais c'est d'une violence, et forcément qui sont déstructurés, et que pour revenir à des normes, c'est super compliqué. Ça, je l'entends énormément. Ce roman est sorti il y a peu de temps, donc déjà gros succès, édité donc chez Gallimard.
Vous l'avez écrit quand, d'ailleurs? Entre le moment où ça a été écrit et le moment où vous avez eu une réponse, entre autres de Gallimard, positive, il s'est passé beaucoup de temps ou... Alors moi, j'ai commencé par écrire des textes qui n'étaient pas un roman. J'ai commencé à écrire par fragments. J'avais écrit un recueil de fragments qui était très centré sur la misère. Mais qui... moi, en tant que personne qui... Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre. Mais je suis pas pauvre. Donc, le fait d'écrire sur la pauvreté, c'était compliqué. Ce qui fait que dans ces fragments, j'avais du mal à déployer un langage. J'avais peur de tous les mots que j'utilisais. C'était des textes que je trouvais beaux, mais qui me mettaient dans une incapacité à vraiment déployer un langage. Vous ne vous sentiez pas légitime. Il y avait un problème de légitimité. Exactement. Et donc, un jour, je me suis dit que j'allais écrire un roman. Et que ma stratégie, c'était de plonger brutalement le lecteur dans le quotidien d'un sans-abri. Je me suis dit, c'est peut-être la seule façon de faire que les gens vont s'arrêter. Voilà. Parce qu'ils ne regardent pas quand ils sont de l'extérieur. Donc peut-être que le choix de l'intériorité, ça peut être un choix. Et donc un bon choix. Et donc j'ai fait ça. Et avant de le faire, je me suis dit, comment tu peux légitimement écrire et te mettre dans la peau d'un sans-abri. Puis je me suis dit, si je ne le fais pas, qui le fait? Et ça, c'est très important parce que la condition du sans-abri, elle réside précisément dans une incapacité à parler de sa situation. Il n'y a que celui qui n'est plus sans-abri qui peut le faire, ou qui ne l'est pas. Complètement. Et donc, s'il n'y a pas des gens de l'extérieur qui le font, c'est des situations qui sont vouées à rester dans le silence. Comme le migrant qui meurt dans la mer, comme les personnes âgées dans les EHPAD qui sont vouées à faire des plaintes privées à leur famille, mais personne ne peut transformer eux ne peuvent pas transformer ces plaintes en revendications publiques et collectives. Et moi, j'avais le temps d'écrire. J'étais dans un environnement qui me permettait de le faire, et donc je l'ai fait. Et je pensais que l'inverse aurait été égoïste de ne pas le faire, donc je l'ai fait. Et donc cette question de la légitimité, elle est vite disparue dans mon cerveau. Et vous avez posé ça dans différentes maisons d'édition? Et donc j'ai rencontré une écrivaine qui a lu mon livre et qui a adoré, qui l'a fait lire à son éditrice, qui a aussi adoré, qui m'a invité chez Gallimard pour en parler. Et puis chez Gallimard, bon, il y a forcément une décision collégiale qui doit être prise, donc il y a eu un comité de lecture que j'ai attendu pendant un mois. Bon, j'étais pas mal stressé et tout. Très très long. Et on m'a appelé à l'issue de ce comité pour me dire que j'allais être publié. Et voilà, ils ont exigé aucune modification du texte. Ils étaient très, voilà, j'ai une liberté absolue. C'est pas mal pour un premier roman, mais il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, c'est que ça devait être entendu. Moi, ce que je souhaite à votre roman, c'est la plus longue vie possible, parce que franchement, voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, je l'ai dévoré, je suis rentrée dedans, je n'ai plus rien fait jusqu'à la dernière page, je l'ai ouvert, voilà, et je l'ai refermé. Il ne s'est rien passé entre la première et la dernière page d'autres, parce que ça m'a happée. En refermant, je me suis dit, bon, alors les gens qui vont être d'accord avec ça vont évidemment l'acheter et le lire, et je me suis dit, tout ce que je souhaite, c'est que justement les gens qui ne sont pas ouverts à ça, que ce roman se retrouve dans leurs mains et qu'ils le lisent. Parce qu'en fait, c'est là où il devient super important et où le message va devenir... Alors j'espère juste que vous allez avoir plein de retours de plein de gens qui vont dire « Oh, grâce à vous, voilà, je ne voyais pas les choses comme ça, je ne m'étais pas rendu compte. » Il faut que ça donne ça, quoi. C'est quand on me dit ça que j'ai l'impression de faire quelque chose qui est un peu utile, quoi. Mais ouais. Donc je vais continuer à vous suivre et à voir ce que ça donne parce que je suis curieuse. Merci beaucoup. Et que j'espère qu'il va y avoir... une longue vie et que les gens concernés vont pouvoir le lire. Merci beaucoup. Merci Max de Paz, merci pour le temps passé au micro. Et voilà, l'interview s'est terminée. En tout cas, j'espère que ça vous a donné autant envie de le lire que moi j'ai pu le dévorer. Et je vous donne rendez-vous pour les autres interviews que j'ai pu réaliser à la fête du livre de Quiberon. Encore 1000 merci à Florence et Alexandre pour leur générosité et pour leur accueil. Et j'espère rendez-vous au même endroit l'année prochaine.